Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un joueur dont le nom, rien que le nom, évoque l'engagement total sur un terrain. Dirk Kuyt. Un joueur synonyme d'énergie folle, de travail et de buts super importants. Et pour cette exploration, on a pas mal de sources sous la main. Des profils de clubs, Liverpool évidemment, des articles du Guardian, du Mirror, mais aussi l'Express-Mu, Foot News, des stats de Wikipédia et même une liste de grands moments compilés par les fans LFC COP 10. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que le simple résumé. On va essayer de comprendre l'impact de ce Néerlandais si particulier, pourquoi il était si décisif à Liverpool, et on jettera un œil à sa nouvelle vie d'entraîneur. Bon, on y va, on décortique tout ça. Carrément. Et pour bien cerner le bonhomme, faut se rappeler d'où il vient. Dirk Kuyt, né en 80 à Katwijk. C'est un village de pêcheurs aux Pays-Bas. Et cette origine, famille de pêcheurs, tout ça, ça a sûrement joué sur son côté travailleur, tu vois. Il a commencé tout en bas, au club amateur Quick Boys, avant de grimper les échelons. Un parcours assez exemplaire de détermination, en fait. Ah oui, le genre de parcours qu'on aime dire. Exactement. Ses débuts pro, c'est au FC Utrecht. Il arrive en 98, il a 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il joue plutôt sur l'aile. Ah bon? Je le voyais plus attaquant d'emblée. Bah non, justement, c'est son coach Fauke Boey qui va le repositionner en pointe en 2002-2003. Et là, boum, révélation, 20 buts cette saison-là. Le point d'orgue, c'est la victoire en Coupe KNVB, la Coupe nationale, contre le grand Feyenoord. Il gagne 4-1, Kuyt marque, homme du match. La totale. À mal pour un début. Oui, et il est même élu soulier d'or néerlandais en 2003. Bref, à Utrecht, il met déjà 51 buts en 160 matchs, ce qui est déjà solide, avant de partir pour Feyenoord pour environ 1 million d'euros. Et à Feyenoord, ça continue sur la lancée, j'imagine. Ah mais complètement. Entre 2003 et 2006, c'est l'explosion. Il devient direct le chouchou du public là-bas, à De Kuip. Première saison, 20 buts. La saison d'après, 2004-2005, il finit carrément meilleur buteur d'Eredivisie avec 29 buts. C'est son record perso sur une saison. 29 buts, c'est énorme. Ah oui. Il devient capitaine en 2005, il forme le duo K2 avec Salomon Kalou, ça marchait super bien, et en 2006, il est élu footballeur néerlandais de l'année. Au total, pour Feyenoord, c'est 71 buts en 101 matchs de championnat. Vraiment impressionnant. Mais il y a un truc encore plus fou peut-être. Ah, quoi donc? Sa régularité physique. Entre 2001 et 2006, il a joué 179 matchs de suite. Il a raté que 5 matchs en 7 saisons. C'est juste dingue comme constance. Une machine, le type. Et forcément, cette régularité, ses buts, ça tape dans l'œil. Été 2006, le grand saut, Liverpool, 10 millions de livres, c'est ça? C'est ça. Et pour lui, c'était un rêve. Il a dit qu'il quitterait Feyenoord que pour un très grand club fantastique. Bon Liverpool, ça correspondait bien. Et son arrivée à Anfield, ça donne quoi? Il marque tout de suite son territoire. Oui. Mais pas seulement avec des buts. C'est surtout son engagement, son endurance incroyable et son travail défensif, qui était assez rare pour un attaquant à l'époque, qui impressionne direct. Les fameux copites, les supporters d'Anfield, ils ont dit adorer ça. Exactement. Et puis, il avait ce rituel, applaudir toutes les tribunes après chaque match. Ça a créé un lien fort, tout de suite. Sa première saison, 2006-2007, elle est comment, niveau stats? Alors, les chiffres varient un poil. Le club dit 14 buts, toutes compétitions confondues. Wikipédia en compte 12 en première ligue. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne première saison. Il marque contre Newcastle, Tottenham, Aston Villa, un but important contre Chelsea aussi en championnat. Et en Ligue des Champions, il se montre déjà clutch, Ah oui, carrément. Demi-finale contre Chelsea, c'est lui qui met le tir au but décisif qui les envoie en finale. Ah, déjà clutch. Exactement. Et en finale à Athènes, même si Liverpool perd 2-1 contre Milan, c'est lui qui marque le but pour l'honneur en fin de match. Le joueur des grands rendez-vous déjà, tu vois. Tout à fait. Et ce rôle, justement, il a évolué, non? Il n'est pas resté avant-centre pur. Non, justement. C'est là que Rafael Benitez, le coach, a eu une idée intéressante. Dès début 2008, et surtout à partir de la saison 2008-2009, il le décale sur l'aile droite. Et tactiquement, c'était vachement malin. David Plett en parlait dans le Guardian. Son boulot défensif depuis l'aile, ou même quand il revenait aider l'attaquant axial, que ce soit Torres ou plus tard Suarez, c'était crucial pour l'équilibre de l'équipe. Il libérait les autres, en quelque sorte. C'est ça. Il compensait énormément, il permettait à des joueurs comme Gérard ou Lucas Leiva de se concentrer sur d'autres tâches. C'est pas pour rien qu'on disait qu'il avait 3 poumons. Le surnom l'ouvrier que l'Express.mu mentionne, ça lui allait comme un gant. L'ouvrier, c'est parfait.
Et cette image de joueur décisif, il l'a vraiment construite, hein. Les listes comme celle de LFC Cop 10 le rappellent bien. Par exemple, les derbies contre Everton. Ah, les derbies. Octobre 2007 à Goodison Park. 2 pénaltys. Ah. Dont le deuxième à la dernière minute pour gagner 2-1. Ça doit te marquer un joueur en près des fans. Ah, mais c'est clair. Et il remet ça contre Everton en novembre 2009, puis en février 2010, où il marque son 50e but pour Liverpool d'ailleurs. C'est là qu'on voit sa trempe, toujours là dans les moments chauds. Et il n'y a pas qu'Everton. Le match contre Manchester United en mars 2011. Ah, le triplé. Un moment d'anthologie à Anfield. C'était le premier triplé d'un Reds contre United depuis 1990, je crois. Incroyable. Et des buts de renard en plus, non? Exactement. Les 3 buts marqués dans les 6 mètres. Un sens du placement, une présence. Pas le plus beau geste, mais une efficacité redoutable. Et il leur refait le coup en janvier 2012. But de la victoire à la 88e en FA Cup. Décidément, la bête noire de United. Et en Europe aussi, il a continué sur sa lancée. On a parlé du péno contre Chelsea en 2007 et du but en finale. Oui, mais il y a aussi ce but contre l'Inter en 2008, à la 85e. Un autre contre Arsenal en quart de LDC la même année. Et puis ce but improbable à la 118e minute contre le Standard de Liège en août 2008. Ah oui, celui qui les qualifie pour la phase de groupe. Il était vraiment fait pour ces moments-là, quoi. Et puis, il y avait cette capacité à ne jamais lâcher. Je pense au match contre City en octobre 2008. Liverpool est mené 2-0 à l'extérieur et c'est lui qui marque le but de la victoire à la 90e. Ce mental. Et toute cette abnégation, ça a fini par payer avec un trophée, quand même. Oui, son unique trophée avec Liverpool, la League Cup en 2012. Scénario typique Q8 d'ailleurs. Il entre en prolongation contre Cardiff, il marque 5 minutes après pour le 2-1. Cardiff égalise, mais au tir au but, lui, il marque le sien. Fiable jusqu'au bout. Et il faut aussi parler de son duo avec Luis Suarez, non? Ça a bien marché entre eux. Ah oui, surtout fin 2010-2011. Ils avaient un peu la même éthique de travail, ce pressing constant, et l'anecdote marrante, c'est qu'ils se parlaient parfois en néerlandais sur le terrain. Ah ouais? Parce que Suarez venait de l'Ajax. C'est ça. Imagine le casse-tête pour les défenseurs adverses. D'ailleurs, cette saison-là, 2010-11, c'est Q8 qui finit meilleur buteur de Liverpool en Première Ligue, avec 13 buts. Et attends, il y a cette histoire complètement folle, juste avant la finale de Ligue des Champions 2007, l'histoire du karting. Ah oui, raconté par le Mirror, je crois. C'est incroyable, ce truc. L'équipe fait du kart pour décompresser. Kut, un peu blessé, reste sur le côté. Et là, Peter Crouch, son coéquipier géant, perd le contrôle et lui fonce dessus. À 55 km/h, apparemment. Et Kut a juste eu le réflexe de sauter par-dessus Crouch au dernier moment. Il a dit lui-même que sans ça, c'était les chevilles brisées et adieu la finale. Non mais quelle histoire. Non mais c'est fou. Ça montre que sa présence en finale, ça tenait à rien, quoi. Mais bon, au-delà des anecdotes, son passage à Liverpool, c'est costaud. Les chiffres varient un peu, ok. Le site LFC dit 285 matchs, 71 buts. Wikipédia, 208 matchs, 51 buts en PL. Peu importe le chiffre exact, l'impact était là. Voilà, l'impact va bien au-delà des stats. Il a vraiment marqué le club. Et après Liverpool, il part où? Direction la Turquie, Fenerbahçe. C'est en 2012, après l'arrivée de Brandon Rodgers. Il signe pour 3 ans un petit transfert d'1 million d'euros. Et là-bas, ça marche bien aussi. Il gagne le championnat turc en 2014, la Coupe en 2013, la Supercoupe en 2014. Il met 26 buts en 95 matchs et il passe même la barre des 250 buts en carrière, clubs et sélections compris. Solide. Et après la Turquie? Et après, en 2015, c'est le grand retour. L'émotion, le retour à Feyenoord. Pas juste pour faire de la figuration, hein. Non, il avait encore des choses à prouver, j'imagine. Exactement. Il regagne la Coupe KNVB en 2016. Et la saison suivante, 2016-17, capitaine. Il emmène Feyenoord à son premier titre de champion depuis 1999. Ah oui, le fameux titre. Et comment il le scelle? Triplé lors du dernier match. La boucle est bouclée, mais genre de la plus belle manière possible. 3 jours après, il annonce sa retraite. Fin parfaite. Quasiment. Il fera même une petite pige pour aider son club formateur Quick Boys en 2018. Mais la carrière pro, c'était fini avec ce titre. Et en parallèle, il y a eu une belle carrière internationale aussi. Ah oui, très belle carrière avec les Orange. 104 sélections, 24 buts entre 2004 et 2014. Un joueur clé sous Van Basten puis Van Marwijk. Il a fait 3 Coupes du Monde. 2006, 2010, la finale, et 2014, la 3e place. C'est ça. Et 2 euros aussi. En 2010, il joue les 7 matchs, 1 but, 3 passes décisives. Et en 2014, c'est là qu'on voit sa polyvalence de dingue. Van Gaal le fait jouer arrière latéral gauche. Non, incroyable. Si.
Il atteint sa 100e sélection pendant ce mondial en jouant à ce poste parfois. Il prend sa retraite internationale en octobre 2014. Un sacré parcours. Un parcours exceptionnel, ouais. Et logiquement, après les crampons, le banc de touche. Comment ça se passe pour l'entraîneur Cute? Il a commencé tranquillement avec les U19 de Feyenoord de 2018 à 2020. Pour apprendre le métier, quoi. Et ensuite, les choses sérieuses. Oui, mais avec des fortunes diverses, on peut dire. Première expérience en principal, c'est ADO Den Haag en D2 néerlandaise, en 2022. Mais ça se passe mal, il est viré en novembre, l'équipe était 17e. Aïe, dur début. Ouais. Il tente alors sa chance en Belgique, au Beerschot, fin 2023. Là, ça commence super bien, champion de D2 en 2024, monté en première division. Ah, un rebond. Oui, mais la saison suivante en D1 est très compliquée, relégation directe. Du coup, il quitte le club en juin 2025. Un peu les montagnes russes pour l'instant. Et là, tout récemment, il a retrouvé un banc. Oui, tout juste. En juin 2025, il vient d'être nommé coach du FC Dordrecht. Retour en D2 néerlandaise. Contrat d'1 an. L'objectif affiché, c'est clair. Il veut montrer ce qu'il vaut comme entraîneur aux Pays-Bas, surtout après l'échec à ADO. Il a dit vouloir s'appuyer sur le jeu offensif de Dordrecht et développer les jeunes. C'est un nouveau défi pour lui. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, dire que Cute, c'est vraiment l'image du joueur peut-être moins flashy techniquement que d'autres, mais qui compensait par une énergie incroyable, une intelligence tactique et une fiabilité énorme, surtout dans les grands matchs. Le joueur que les fans adorent pour son engagement total. C'est exactement ça. Son héritage, c'est pas juste les buts, même s'il en a mis des importants. C'est cette éthique de travail, cette constance folle. Son record de matchs aux Pays-Bas le montre bien. Cette capacité à répondre présent quand ça brûle, et cette adaptabilité tactique qu'il a fait jouer partout, même arrière-gauche en sélection. Et puis, faut pas oublier son engagement à côté, avec sa fondation caritative. Ça montre aussi l'homme. Son histoire, finalement, c'est un bon rappel que le foot, c'est pas que le talent pur. Le dévouement, la persévérance, savoir se dépasser quand il faut, ça marque autant, voire plus, l'histoire d'un club. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un joueur, au fond? Est-ce que c'est que les gestes techniques, les stats brutes, ou est-ce que des qualités comme la fiabilité, l'abnégation, le sens du collectif, être là au bon moment, comme Kuyt l'a si souvent été, est-ce que ça pèse pas aussi lourd dans la balance? Et maintenant qu'il est coach, cette intensité, cette éthique de travail de fou qu'il avait comme joueur, comment ça va se traduire sur le banc? Est-ce que ce sera son meilleur atout ou au contraire un défi pour gérer un groupe qui n'a peut-être pas la même mentalité? Enfin voilà, ça laisse matière à réfléchir pour les passionnés.